C'est donc ça la folie. Ce genre de mardi classique, froid et pluvieux, mais que le foot rend si soyeux, si fameux. À vous en faire regretter que toutes les Coupes du Monde ne viennent égayer vos fades journées de novembre pour remplir une période pauvre en frissons, plutôt que de venir vous gaver à chaque édition, en se glissant entre le Tour de France et Roland, dans une orgie de grands événements. C'est donc ça la folie. De décider un 29 novembre de poser un jour off ou de se faire porter pâle, de simuler un Covid pour voir qui passait de l'Iran, des USA ou du Pays de Galles. Ce moment où les rêves d'une nation viennent s'effondrer, là où d'autres posent les bases d'une histoire aggravée, pour continuer à y croire ou passer de nouveau 48 longs mois à patienter. C'est donc ça la folie. Une journée sur fond de tension et d'histoire à en rappeler 3 fois JB, d'un Iran aux États-Unis décisif dans un contexte lourd 43 ans après, d'un derby britannique fratricide entre le Pays de Galles et l'Angleterre, ou d'un séduisant Équateur-Sénégal à rendre Tom bipolaire. C'est donc ça la folie. Mettre de côté nos doutes et nos certitudes d'il y a 10 jours, de les voir voler en éclats face au mur des matchs couperés, de se faire porter par l'engouement du jeu et de ses aléas, de vibrer pour une Coupe du Monde que l'on ne voulait pas regarder, pris au trip de la passion que l'enfant en sommeil réveilla, comme Jacques Vendroux face au bleu d'une djellaba. Teaser tristement parfait d'une version réelle de Tintin au Qatar ou du futur OSS-4, à découvrir le monde arabo-musulman au fond d'un kebab de Doha. C'est donc ça la folie, ne rien comprendre à ce qu'il se passe, mais vibrer sans oublier, et sentir l'odeur du soufre autant que se mettre à rêver. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. On les compte même plus, on est vraiment en plein cœur de cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui avec moi pour m'accompagner, vous en avez l'habitude, vous le connaissez, il n'écrit même plus de chroniques tellement on a justement de chroniqueurs et de spécialistes avec nous. Val, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. Je tiens quand même juste à préciser à nos chroniqueurs que tu es en vitesse normale là, parce que tu as quand même parlé super vite. Mais voilà, sinon ça va très bien et je suis particulièrement heureux de faire ma première émission de cette quotidienne avec le petit prince de Noisy, et qui est le Oh, franco-équatorio, anglo-sénégalais, etc., etc. Vous l'aurez compris quand Sénégalais, même. c'est la rédaction en plus qu'autre chose. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, allez. Alors la vendeuse de caleçon chez H&M ne disait pas qu'il était sénégalais visiblement. La taille demandée n'était pas la bonne. Mais en tout cas, lui, il n'aura pas de souci pour écrire des chroniques jusqu'à la fin, vu qu'il supporte à peu près toutes les équipes de cette Coupe du Monde. Tom, comment tu vas ? Ah, je suis foudroyé. C'est fini là. L'intro déjà ratée de Flo tout à l'heure, vous l'aurez pas forcément, mais elle nous a mis dans le mal dès le début. Celle-ci, on la garde. Celle-ci, on la Ah, garde. la Là. garde Quoique- celle-là. Bon bah magnifique, magnifique. Après, c'est moi qui décide du montage, hein. Peut-être que je vais la garder, on sait jamais. Ah oui, d'accord. Bah, on est dans les mains de Val, voilà. Mais non, mais ça va. Eh ben, écoute, je suis ravi. Messieurs, petite question pour commencer avant qu'on rentre dans nos chroniques habituelles. On va avoir des chroniqueurs d'une grande qualité aujourd'hui. Petit point chacun en 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous retenez de cette journée d'hier, donc de lundi ? Bah écoute, il y avait des belles choses. Je pense on a vu un peu plus de spectacle. Hein. Sur un match de 11 heures, normalement, on voit vraiment rien. On a eu beaucoup de 0-0. Et là, on a eu quand même... lui, il le décrit lui-même. Hein. C'est le meilleur joueur du monde, sauf qu'il joue pas dans le bon club. C'est Vincent Aboubakar. Il a le même niveau que Salah, mais il joue pas à Liverpool, quoi. Mais il nous a montré... Il avait précisé qu'il était camerounais aussi, lui ou... Je sais pas. Alors, son président, lui, considère qu'ils vont être champions du monde, donc c'est plutôt pas mal parti. Non, et franchement, voilà, il a relevé un petit peu le niveau de moyen des équipes africaines qu'on a pu avoir depuis le début du tournoi. Donc ouais, je pense que je vais retenir ça et voilà, des gros scores sur la demi-journée. Ouais, effectivement, on a eu des très belles surprises et des très belles surprises sur les matchs qu'on n'attendait pas forcément. Et toi, Val, qu'est-ce que tu retiens de cette journée ? Je revois la louche assez improbable de Vincent Aboubakar, donc je Ouais. ne te permets pas de parler de Vincent Aboubakar, va falloir que tu trouves autre chose. Non, dans la continuité de ce que disait Tom, cette inversion entre les résultats entre les équipes asiatiques et les équipes africaines, les équipes africaines avaient beaucoup de difficultés sur la première journée. Elles se sont, C'est il n'y a vrai. eu aucune défaite sur cette deuxième journée, et à l'inverse, les équipes asiatiques ont subi 3 défaites, je crois, sur 4. Et le deuxième truc qui m'a fait plaisir, c'est qu'en fait, on a vécu une vraie journée de Coupe du Monde. C'est-à-dire que les puristes comme nous qui regardons tous les matchs, étions très contents de nous mettre devant notre poste de télé à partir de 11 h pour regarder ce très alléchant Ghana, Corée du Sud. Euh, et au final, on a évidemment fait le bon choix, puisque après les matchs d'après étaient quand même assez apathiques. Euh,
qui pourtant étaient les matchs un peu grand public. Donc voilà, une vraie journée de Coupe du Monde. Ouais, ça a été une journée Benjamin Button. Plus les matchs étaient tôt, Voilà, plus ils étaient sexy et plus exactement. ils étaient tard, moins ils étaient bien. C'était le thème de la journée. Bon, bah, messieurs, puisqu'on est revenu sur les matchs d'hier, je vous propose de revenir maintenant avec Thibaut Leplat, dans son sens du détail, sur le match de dimanche soir, le choc Espagne-Allemagne, qui était un des matchs les plus attendus. Val, tu as encore une fois assisté à la chronique de Thibaut Leplat. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Thibaut? Non, Thibaut a voulu parler de Luis Enrique, et notamment de cette performance de dimanche soir qui sonnait tout particulièrement pour Luis Enrique, parce que c'était aussi le jour de l'anniversaire de sa fille qui était décédée il y a quelques années. Donc voilà, c'était un petit moment d'émotion sur lequel Thibaut revient. Thibaut, pour ton sens du détail du jour, tu voulais revenir un petit peu en arrière sur le Espagne-Allemagne et plus précisément sur le cas de Luis Enrique. Ouais, et vous proposez une petite expérience. Si tout à coup les couleurs des maillots changeaient, si tout à coup toutes les équipes perdaient leur signe distinctif, je crois qu'il y a une équipe qu'on reconnaîtrait toujours entre les 1000 qui existent, c'est l'Espagne. 800 passes par match, 90% de réussite en moyenne, 80% de possession, des milieux de terrain poids-plumes qui font danser des géants. Aucune équipe ne ressemble plus à elle-même que l'équipe d'Espagne. Depuis le début du mondial, autant on se demande comment vont jouer les Belges, les Brésiliens et même les Français, mais jamais on se demande comment vont jouer les Espagnols. Ça, on le sait, c'est comme ça. Contre le Costa Rica, 7 buts et 1000 passes. Contre l'Allemagne, c'était un peu moins, mais tout de même considérable. 64% de possession, 634 passes et un match nul à la fin. L'Espagne est au football ce que cette péninsule est au reste du monde, une île. Ça, c'est un peu l'identité espagnole depuis 2008 et puis leurs fameuses épopées à l'Euro et à la Coupe du Monde. On parle d'identité espagnole, mais on pourrait peut-être plutôt parler d'identité catalane, non? Ouais, l'identité de jeu espagnole nous offre une magnifique illustration des paradoxes de l'identité. Il faudrait revenir plus lentement sur la manière dont nos voisins ont conçu ce style de jeu, parce qu'en réalité, au regard de la tradition, le style de jeu basé sur la possession du ballon et le jeu dans le camp adverse, c'est plutôt contre-culturel en Espagne, et ce à plusieurs titres. Premièrement, parce que c'est un modèle de jeu conçu par le club le plus anti-espagnol d'Espagne, le FC Barcelone. Le jeu de position, inauguré par Cruyff, repris par Guardiola et étendu à toute la Masia, c'est d'abord le fruit d'une revendication locale contre le pouvoir de Madrid, justement. Rappelons les mots du grand écrivain Vasquez Montalbán, le Barça, c'est l'armée démilitarisée de Catalogne. Deuxièmement, l'identité de jeu espagnole se résumait souvent à ses attaquants flamboyants. Raoul en est l'exemple type, avec un style de jeu assez agressif, ce qu'on appelait la furia. Un jour, Menotti, l'entraîneur argentin, eut un mot célèbre en voyant l'équipe d'Espagne se faire à nouveau éliminer d'un quart de finale d'une grande compétition. L'Espagne devra un jour choisir entre être taureau ou torero. On en revient à ce sujet d'actualité, évidemment, sur la question de la corrida qui est très présent en France aujourd'hui. Après, on rentre un petit peu dans les clichés. Pourquoi est-ce qu'on parlait pas de flamenco et de paella tant qu'on y est, tiens? Mais je crois qu'il y a toujours un fond de vérité dans les clichés. À l'heure justement où on parle de corrida en France, il faut rappeler que c'est à partir de cette réflexion de Menotti que l'Espagne a réalisé un virage à 180 degrés, tant au niveau de la philosophie de jeu que de la pédagogie. L'agressivité, la force, l'impétuosité qui semblait être le portrait de l'espagnol de carte postale a été mis de côté au profit du contraire. Le jeu rationnel, patient, construit, la ruse et l'évitement ont pris la place de la force et du duel. Et c'est là que ça devient intéressant, je crois. Ce qui au départ semblait manquer cruellement à l'ADN du football espagnol, en est devenu aujourd'hui la marque principale. Et je crois que ça vient, à mon sens, d'une confusion sur la notion d'ADN, qu'on emploie un peu à toutes les sauces aujourd'hui. L'ADN, ce n'est pas un programme défini pour toujours et qui va déterminer le fonctionnement de notre organisme. Ou alors ce n'est pas que ça. Non, l'ADN, c'est la somme des empreintes laissées par nos ancêtres. Notre identité, c'est donc la manière particulière dont des protéines auront de s'assembler, de se modifier ou de transmettre éventuellement aussi ces modifications. L'ADN, en réalité, ne programme rien. On ne sait d'ailleurs toujours pas pourquoi des caractères se transmettent plutôt que d'autres. Mais l'ADN permet de définir une lignée, une famille, un style d'existence. Toujours dans la diversité avec Thibaut Leplat. Après les cours culinaires, voilà maintenant les cours d'anatomie. Et justement, en parlant d'anatomie, on peut dire aujourd'hui que l'identité de jeu espagnol a été retrouvée et renouvelée en faisant la passation avec les nouvelles générations, des Gavi, Pedri, etc. Mais au final, je ne sais pas trop où est-ce qu'on va avec cette chronique. Quel est ton sens du détail du jour? Le détail aujourd'hui, c'est un homme, Luis Enrique, personnage antipathique, agressif, contre-culturel, qui incarne pourtant parfaitement cette idée d'une synthèse possible entre taureau et torero, entre la sauvagerie et la civilisation, entre la force et la raison, entre le Real qu'il a révélé et le Barça qu'il a adopté. Dimanche 27 novembre, quelques heures avant le match, pendant sa promenade à vélo quotidienne, Lucho postait un message.
Sa fille Xana aurait eu 13 ans le jour du match. Elle n'en aura pourtant connu que 9 d'anniversaire. Alors au bord de la pelouse, pendant ce match qu'il ne pouvait pas perdre, le coach espagnol a porté l'habit noir de la tristesse éternelle. Au bord du terrain, quand on le voit, impossible d'oublier cette souffrance qu'il porte avec lui. Lucho, c'est une étrange synthèse entre la vie qui enrage et la mort qui patiente. Ouais, une chronique fort intéressante sur Luis Enrique et sur son histoire personnelle qui a été très très compliquée ces derniers mois. Et on pense aussi forcément à Oscar Garcia, lui aussi ancien Barcelonais qui vient de vivre un moment très difficile avec le décès de sa fille lui aussi et qui avait quitté Reims dans ses fonctions. Et je vous propose de passer à quelque chose qui n'est pas forcément moins gai parce que ça va être difficile de faire moins gai, mais on va retrouver Romain Molina, Val, avec qui tu as discuté, et notamment sur la culture foot au Qatar on le sait maintenant puisqu'ils sont officiellement éliminés, dernier match du Qatar dans cette Coupe du Monde. Ouais, on a quand même voulu un petit peu parler de culture foot avec Romain parce que lui, il connaît bien ces pays-là. Et en fait, on a quand même parlé beaucoup de tous les à côté de ce qu'il y avait au Qatar, tous les problèmes, tous les scandales, etc. Et finalement, on n'a pas tant parlé de foot que ça. On a vu la petite révélation à Akram Afif qui portait un petit peu cette équipe. D'ailleurs, j'ai vu un truc très drôle passer. Est-ce que vous connaissez ce mème où tu as 5 mecs qui sont en tenue militaire et au milieu, tu as un clown? Oui. Ouais. Voilà. Et j'ai vu un truc passer comme quoi, genre, Akram Afif, c'est le mec inversé de ce mème. C'est-à-dire que il y a une militaire et après, il n'y a que des clowns à côté. mais donc voilà. Évidemment, on n'a pas beaucoup parlé de foot et du coup, on voulait quand même poser la question à Romain qui connaît bien ce pays-là, de savoir quelle était la réelle culture foot dans ce pays. Il y a cette ferveur aussi comme ça au Qatar, qui est un pays beaucoup plus récent et donc forcément on se pose la question puisqu'on le voit aussi beaucoup moins en Coupe du Monde, alors que par exemple l'Arabie Saoudite, l'Iran, c'est des pays qu'on voit régulièrement. On sait qu'il y a vraiment une culture dans ces pays-là. Comment ça se passe au Qatar? Le problème, c'est démographique. Le problème, c'est que dans un pays de même pas 3 millions d'habitants avec 90% d'immigrés, il ne te reste pas beaucoup de Qataris déjà. Même si tu remarqueras que les populations immigrées qui sont au Qatar, il y en a beaucoup qui sont plus que fans, en effet, de football. Il y a une tradition footballistique, notamment des princes, avec qui font les clubs, etc. Pour la Coupe du Golfe, ça a toujours été très important pour eux. C'est vraiment un truc de prince. C'est une compétition, c'est régionale, on va dire, mais elle a énormément d'importance. Donc il y a une petite culture foot, faut pas la nier. Il y a un chercheur français qu'on avait parlé sur Orient 21 et j'ai perdu son nom, Raphaël et j'ai perdu son nom, et Nabil El-Nasri, ils en avaient bien parlé. Néanmoins, tu peux pas la comparer, c'est bon. C'est pour ça que, honnêtement, je trouve que c'est une insulte à la culture, à l'histoire du foot arabo-musulman que la première Coupe du Monde dans un de ces pays-là soit au Qatar. C'est pas respectueux vis-à-vis de tout ce que les pays du Maghreb, l'Égypte et même les Saoudiens ont apporté au football international. Mais c'est pour ça, moi, ça me fait mal en fait que ce soit au Qatar, juste pour des raisons. Je ne parle pas du reste, parce que pour toutes les compétitions, c'est la même chose. Moi, j'en parle depuis très longtemps. C'est malheureusement des entreprises criminelles, la FIFA, le CIO et tout ça. Donc, si tu veux, c'est ça qui est dommageable, parce qu'il y a une petite culture foot au Qatar, mais elle est incomparable, notamment pour des raisons démographiques et historiques, avec quelques-uns de ses voisins, et surtout avec les autres pays du Maghreb et du monde arabe. Très bien. J'ai une autre question qui lie un petit peu l'Arabie Saoudite et le Qatar. Lundi dernier, il y a l'un des ambassadeurs qatariens de la Coupe du Monde qui se dit avoir été fier qu'il y ait un supporter américain qui a été arrêté à cause d'un drapeau multicolore. Et il a demandé lui-même à l'Europe de cesser de juger les autres cultures et d'essayer d'occidentaliser des pays qui ont des cultures différentes. C'est quoi ton rapport par rapport à cette question-là? Bon, il y a deux choses, moi, que je vois. Je pense qu'on devrait arrêter de s'occuper des fesses des gens et de la vie privée des gens. Par contre, ils sont consentants, je vois pas le problème, chacun fait ce qu'il veut pour moi. Et je pense que si on arrêterait de s'occuper des autres, ça ira bien. Et si on arrêterait de politiser aussi les choses, ça ira mieux aussi. Parce que je trouve que ça a un effet plus négatif qu'autre chose. Parce que je suis désolé, c'est une réalité. Tu as un lobby, on va être très clair, dans le milieu du sport, pour les droits LGBT, c'est comme ça qu'on dit. Je dis pas que c'est pas important, mais il y a une politisation qui m'emmerde, moi, derrière. Moi, je te le redis. Moi, mon avis, c'est juger quelqu'un pour son orientation sexuelle me paraît d'une stupidité sans nom. Comme juger quelqu'un pour son origine. Mais vraiment, j'ai des trucs que j'arrive pas à comprendre. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, qu'on essaye de le politiser comme c'est fait là, ouais, ça m'ennuie. Parce que, en fait, c'est pas que les gens disent on est contre ça. Ça, je comprends, tu vois. C'est derrière ce qu'il y a et pourquoi c'est fait. Moi, je vais te dire un truc qui m'emmerde. Tu veux dire qu'il y a une forme d'hypocrisie? Mais énormément. Et d'ailleurs, dans ces pays-là, attends, excuse-moi, on va être très honnête. T'as plein de gens qui ont des relations homosexuelles en privé.
Et après, en public, ils vont dire. Donc, tu vois, c'est pareil, les mecs là, excuse-moi, je vais être un peu vulgaire, mais c'est une réalité. J'habite pas loin de Marbella, donc je peux en témoigner, tu vois, quand même. Faut voir ce que des mecs qataris et saoudiens se foutent dans la gueule, que ce soit en termes de drogue, d'alcool et de prostituées, et ensuite demander à leur population d'être chaste, etc. Tu vois, il y a une hypocrisie terrible à tous les niveaux. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on politise les choses. Moi, je te le dis, je pense qu'on devrait arrêter de s'occuper des autres. Et pour moi, c'est d'une stupidité sans nom que pour une orientation sexuelle, une origine, une religion, ce que tu veux, on juge quelqu'un. J'ai jamais compris, moi, le délire. Donc moi, je suis pas politisé et je veux pas rentrer là-dedans. Le seul point que je vais te dire, c'est que, putain, qu'est-ce que j'aimerais que la FIFA et tous les autres, ils mettent la même énergie contre la pédophilie. Putain, ça règle les problèmes, tu vois. Non, mais en fait, c'est ça, c'est d'un côté, il y a que ça, t'as l'impression. Ce qui va énerver d'autres personnes, et tu vois, je te dis, parce que ça politise, et au final, ça fait plus de mal que de bien. Et moi, je trouve ça dommage. Tu vois, au bout d'un moment. Je pense qu'il y a des vraies causes. C'est une vraie cause. Il y a des gens qui sont vraiment touchés par ça, et c'est scandaleux. Par contre, la manière dont c'est politisé, derrière, je trouve pas ça terrible, quoi. Et je te dis, moi, sur ce que je travaille, qui est la pédocriminalité en sport international, j'ai pas vu une organisation, j'ai pas vu une personne en parler. Donc il y a une espèce de deux poids deux mesures aussi qui me gêne énormément à ce niveau-là, tu vois. Et du coup, quand Infantino dit faut arrêter que les Européens tentent d'imposer leur culture Mais dans lui, les pays arabes. ce mec-là, Non, mais pas lui spécialement. Mais est-ce que sur le fond, tu penses qu'il a raison? Ce mec-là, honnêtement, dont son organisation qui protège les pédocriminels, des gens vont le rappeler, la FIFA est un organisme qui protège des pédophiles. Et pour preuve, ils sont très fiers d'avoir invité Pierre-Alain Mouguengui, président de la Fédération gabonaise, qui soutient à mort, après 6 mois de prison pour avoir couvert un réseau pédophile, et dont le procès va bientôt être à Libreville. Il l'invite directement. Mais tu imagines le crash accès pour toutes les victimes? Tu imagines ce que c'est? Alors qu'à la FIFA, ils le savent que le mec a couvert. Et ils sont fiers de ça. Donc, toutes les conneries d'Infantino, parce qu'en fait, il y a des tensions entre le Qatar et la FIFA, parce que le Qatar reproche à la FIFA de ne pas les avoir assez défendus publiquement, bah là, Infantino, il a justifié son rôle. Hein. Après, tu vas jouer sur les classiques, oui, l'esclavagisme, etc. Bien sûr. Bien sûr que c'est une honte. Maintenant, c'est quoi le rapport avec la Coupe du Monde? C'est quoi le rapport avec le foot? Mais alors, si tu veux être taquin, parce que bon, on va être un peu taquin, j'ai presque envie de dire que dans la péninsule arabique, quand même, historiquement, t'as quand même eu aussi de l'esclavage, hein, faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Et ce qu'a fait l'Europe, et donc, enfin, toi et moi, on n'était pas nés. Donc, je vois pas pourquoi on devrait porter le poids d'une culpabilité pour un truc qu'on n'a pas fait. De la même manière. Ce qui s'est passé était une honte, notamment pour travailler sur Haïti. Ce que l'État français a fait à Haïti est une honte qui continue de gangréner et qui continue de pourrir l'économie haïtienne jusqu'à aujourd'hui, vu les réparations qu'on a demandées, alors que les Haïtiens ont obtenu brillamment leur indépendance par Toussaint Louverture, de Saline et les autres. Et ça a été une immondice sans nom qui devrait être réparée, on est totalement d'accord. Néanmoins, c'est quoi le rapport avec la Coupe du Monde? Quel est le rapport entre ça? C'est qu'en fait, on justifie parce que tu fais un discours et ça va plaire à une partie de la population qui va dire oui, il a raison, etc. Au final, c'est grotesque. Parce que de la même manière, je peux te dire 2003, l'invasion américaine de l'Irak. Je peux te parler du Vietnam. En fait, on va s'arrêter. On parle de foot ou pas? Et c'est le premier mec qui va te dire qu'il ne faut pas politiser le football. Donc prenez-nous pour des cons, voilà. Mais son discours, voilà, il a vraiment été fait dans un but pour calmer le Qatar à ce niveau. Après, quand il dit je me sens gay, je me sens africain, il se sent tout. Ce qui est quand même exceptionnel en plus, et je terminerai là-dessus, c'est que la FIFA a une politique néocoloniale, notamment en Afrique, où Gianni Infantino se fait dérouler le tapis rouge et parfois il a des cartels à son effigie dans des pays les plus pauvres du monde comme à Bangui, en Centrafrique. Et ils imposent, selon leur idée, leur agenda politique, des hommes à eux, qu'importe les crimes encourus. C'est ce qu'on appelle du néocolonialisme. Donc je trouve ça assez fort le café qu'un mec se prononce, et il a raison de le faire, contre ces heures très sombres de l'histoire et ces siècles très sombres, mais pour eux-mêmes faire la même politique vis-à-vis du foot en Afrique. Je trouve ça très, très culotté quand même. Et ben encore merci à Romain Molina pour ce spectre large de la culture foot au Qatar et de la démographie qatarienne. Tom, puisqu'on parlait de Tom Abadiko, on va pouvoir en parler d'un officiel, enfin un pays sur lequel un match sur lequel tu as vraiment le droit de doublement parler, plutôt que tes fausses nations dans des pays dans lesquels tu n'as jamais foutu les pieds. Tu voulais nous parler, il y a ce très très bel Angleterre Pays de Galles, et tu voulais nous parler de l'identité galloise et notamment de son hymne. Oui, avant de rentrer dans la chronique, effectivement, les nationalités, on les connaît toutes, hein, l'Angleterre, mais c'est vrai que mes grands-parents vivant au Pays de Galles, il y a une petite attache particulière, et on fait beaucoup de mes vacances là-bas. Et donc la langue. Elle a commencé ta chronique là ou quoi? Parce que là, c'est super relou ce que tu racontes pour l'instant. J'ai bien donné du contexte.
Je vais vous lancer déjà sur le champ sur lequel je vais parler et on partira sur les chroniques après. Et voilà, justement, je vais vous parler de l'histoire de O Maorid, chantée par David Iwan. Alors David, un D-A-F-I-Y-D, à la galloise. Sortie en 1983, la chanson est devenue l'hymne officieuse de l'équipe galloise, chantée avant les matchs par tout le peuple gallois. Alors que l'Écosse essaye actuellement de faire voter un deuxième référendum d'indépendance, je vais vous parler de ce chant séparatiste, forcément particulier avant d'affronter l'Angleterre. D'abord, je vais vous expliquer qui est David Iwan. Tom Williams nous avait déjà un petit peu parlé lors de la preview de l'équipe de Rob Page, mais c'est un chanteur qui est également homme politique. Il est devenu très connu par ses chants dans la langue galloise, langue réprimandée par l'Angleterre depuis que le pays de Galles a été colonisé au XIIIe siècle. David Iwan devient même président de Plaid Cymru, ou Cymru, comme on devrait l'appeler, le parti politique le plus vocal pour l'indépendance du Royaume-Uni. En plus de son combat à l'Assemblée pour l'indépendance, il continue avec sa musique et son combat pour sauver la langue galloise, trop peu enseignée à l'école, et cela devient une grande ampleur à travers le pays. Emprisonné par le gouvernement anglais pour ses actions séparatistes, ce combat continue après sa sortie de tôle. Invité à chanter O Maorid au stade de Wrexham lors d'un derby contre Newport en 2011, le chant continue à se propager à travers le pays. La signification, on est encore là, on parle encore gallois. Notre histoire est importante et notre langage aussi. À sa sortie en 1983, ce chant était contre Thatcher, qui avait fermé de nombreuses mines à travers le Royaume-Uni, menant à un taux de chômage significatif. Seulement 40% des ménages galloises avaient une personne employée à plein temps à ce moment-là. Depuis, elle est le symbole de nationalisme, de la fierté d'être gallois, et surtout d'un chant séparatiste à l'encontre de l'Angleterre. Au-delà de son impact culturel, des lois ont été passées pour recommencer à apprendre le gallois dans les écoles. Les panneaux dans les rues sont écrits en gallois, puis en anglais. Alors que le groupe indépendant Yes Cymru devient plus important depuis 2020, c'est l'occasion de prendre la chanson comme hymne officieuse du pays, en sport comme en politique. Ils se battent également pour remplacer l'appellation Wales par Cymru, C-Y-M-R-U, en protestation pour l'appellation anglaise. Ces Gallois sont indignés notamment avant le tournoi au Qatar, parce que le prince de Galles, William, est à la tête de la FA en Angleterre et fin supporter de l'Angleterre. C'est quand même particulier pour un prince de Galles. Mais il n'a jamais fait de message aux Gallois, ni encore moins une visite. Aujourd'hui, David Iwan est un héros national. Chantant avant les matchs de qualification contre l'Autriche et l'Ukraine, Iwan rallie tout le peuple et les joueurs ensemble pour se qualifier pour ce premier mondial depuis 1958. Le chant continue en tribune au mondial et sera certainement présent en tribune contre l'ogre des Free Lions demain. Merci beaucoup, Tom. Val, petite réaction, toi qui passais une certaine heure parle aussi une langue proscrite que seul toi comprends, ça t'évoque quoi ce chant gallois identitaire? Bah, ça évoque que Margaret Thatcher était quand même une énorme pourvoyeuse de chansons dans les stades anglais. Enfin, britanniques même. Ouais. Elle est une source d'inspiration. Il y en a qui l'ont bien aimé visiblement en termes de. À Newcastle particulièrement, où on célèbre encore sa mort aujourd'hui. Ouais, bah ouais. À Liverpool aussi. Mais en tout cas, j'adore quand Tom nous parle de Margaret Thatcher. T'as l'impression que c'est comme David, quoi. Ça s'écrit avec 18 lettres différentes. mais visiblement, c'est le même orthographe. Bon, et ben puisqu'on a eu cette très très belle chronique en tout cas sur ce chant identitaire gallois, on va passer sur le dernier match de la journée de demain dans le même groupe. On reste évidemment dans le même groupe avec ce Iran-États-Unis qui sent le soufre au vu du contexte. Moi personnellement les gars, c'est le match que j'attends le plus, même si c'est sportivement pas forcément le plus beau, mais entre l'enjeu et le contexte géopolitique actuel, je pense que ça va être très sympa. Et justement Val, t'es allé voir Jean-Baptiste Guégan, évidemment notre spécialiste géopolitique, qui nous parle un petit peu de ce tyran États-Unis. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 novembre, qui est probablement le jour où il fallait que tu sois là, JB, avec nous, parce que c'est peut-être le jour le plus géopolitique de cette Coupe du Monde, avec évidemment le Iran-États-Unis, qui, en plus d'être un match qui va s'avérer décisif sportivement, va aussi représenter un espèce d'enjeu de représentation pour chacun de ces deux pays. Effectivement, ce match-là, c'est probablement le match le plus attendu depuis qu'on a eu le tirage au sort. On l'espérait, on laisse compter, il arrive, et en plus il va être déterminant sportivement, et il est d'autant plus important que les deux pays en ce moment ont des relations, on va dire, complexes. Si on prend l'Iran déjà, l'Iran est confronté à la révolte des femmes depuis plus de 2 mois, suite à la mort de Mahsa Amini.
Et on est face à un mouvement tellurique qui est en train de sacrément remuer la République d'Iran, avec derrière un peuple qui attend énormément de sa sélection nationale qui s'est faite remarquer d'abord pendant les matchs de préparation en mettant un haut de survêtement noir et en ne chantant pas l'hymne. Chose qu'ils ont refaite finalement lors du premier match. Et donc la sélection iranienne s'est présentée comme prenant position politiquement par le silence, en refusant de chanter l'hymne et en se mettant en scène. Tandis que dans les tribunes finalement des stades au Qatar, on entendait d'abord des sifflements à l'encontre de l'hymne iranien, donc ça visait pas l'Iran, mais ça visait son régime. Et puis de l'autre côté, on a vu des joueurs iraniens extrêmement investis. Jusqu'à l'après-match, puisque ces derniers ont appelé leur régime à plus de modération et à écouter les demandes des femmes. Sauf qu'il y a eu le deuxième match dans l'intervalle, et que ce deuxième match, il a donné lieu à une sélection iranienne obligée de chanter. Ça s'est vu. Je crois que j'ai jamais vu à ce point la peur dans les yeux finalement de joueurs. Et on sait aujourd'hui que le régime a fait pression. Et on sait que de toute façon, cette sélection iranienne qui va rencontrer les États-Unis, elle est pas sereine, parce qu'elle sait que quoi qu'il se passe, elle a le régime qui la regarde. Que pour les activistes iraniens et ceux qui sont les plus investis dans la révolte, ils font et ne feront jamais assez. Et du côté du régime iranien, on pense que déjà ils en ont fait trop. Donc, imaginez ce match en plus face aux États-Unis, qui est sportivement décisif, ça va être énorme. Et puis il y a la question américaine. Ouais, c'est ça. Alors justement, toi, tu nous as évidemment parlé de la situation en Iran parce que c'est encore plus l'actualité. Est-ce que le prof d'histoire que tu es pourrait nous refaire un petit topo de toutes les tensions diplomatiques qu'il y a depuis longtemps entre les États-Unis et l'Iran? Je te laisse 30 secondes, on va voir si t'es chaud. Alors après-guerre, il y a un régime qui se met en place en Iran, c'est le régime du Shah d'Iran qui est appuyé par les États-Unis. Sauf qu'en 79, le régime tombe, c'est l'ayatollah Khomeini qui arrive au pouvoir et ce dernier est très loin d'être américain. C'est la naissance du grand Satan. Le grand Satan, c'est les États-Unis d'Amérique. Et en l'occurrence, commence là l'opposition entre d'un côté la République iranienne, qui est une république extrêmement égoïste, et de l'autre côté les États-Unis d'Amérique, leader de la paix, de la liberté, de la démocratie dans le monde. Forcément, ça va mal se passer. Et puis, sur une période plus récente, cette opposition donc se poursuit. Il y a une sorte de dégel autour de la fin des années 90. C'est à ce moment-là, notamment, qu'est mis en scène le match Iran-États-Unis lors de France 98. Et là, effectivement, les deux pays se rapprochent. Et puis, les relations vont aller qu'à un quart. Sous Barack Obama, il y a une vraie volonté de rapprocher l'Iran. C'est l'accord sur le nucléaire iranien. Et là, on est sur une possibilité pour l'Iran de rentrer dans le jeu international et d'ouvrir son économie, de sortir des sanctions qui la pénalisent très fortement, elle et sa population. Et patatras, Donald Trump arrive, et donc, tel un éléphant obèse dans un jeu de quilles en porcelaine, il balaye tout, et l'Iran se retrouve confronté à l'un des leaders américains les plus dangereux, puisqu'ils recherchent un ennemi, et ça va être l'Iran. Ouais. Et là, tout ce qui avait été fait s'effondre. Bon, c'était pas mal. Je t'ai donné 30 secondes, t'as fait 1 minute. Voilà. Sur l'échelle Jean-Baptiste Guégan, c'est pas mal. Et franchement, pour 50 ans d'histoire, je t'ai mis une année par seconde, et respect quand même. Hein. C'est pas mal. Du coup, moi, je t'ai posé cette question pour en arriver à la question de l'actualité aujourd'hui, notamment pour Joe Biden. Est-ce qu'on sait s'il y a un déplacement qui est prévu? Alors, peut-être pas forcément lui, peut-être de hauts dignitaires. Et quels sont les enjeux pour les États-Unis? C'est quoi? C'est assouplir un peu les tensions? S'il n'y avait pas eu la révolte en Iran, il y aurait probablement eu la volonté de renouer un contact informel. En tout cas, profiter de ce match pour échanger. Là, on est dans un autre contexte. On a d'abord vu la fédération américaine enlever le drapeau de la République d'Iran pour mettre le drapeau d'avant. Donc déjà, ça a légèrement tendu les Iraniens, en tout cas le régime iranien. Et surtout, les Américains sont très, 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 finalement, suiveurs de cette question du sort des femmes en Iran. Il ne faut pas oublier que la deuxième ville iranienne au monde, c'est après Téhéran, Los Angeles. Il y a une énorme diaspora iranienne aux États-Unis, et en l'occurrence, la sélection américaine va être, comme la sélection féminine, très
finalement au courant de ce qui se passe, et il faut s'attendre à ce qu'ils fassent quelque chose. Probablement au début du match, il est possible que ce soit les Américains qui prennent l'initiative et aillent se mettre à côté des Iraniens. Il est possible aussi qu'on ait des manifestations de soutien après, et que des prises de parole aient lieu. Il n'est pas impossible non plus que les Américains, moi je pensais à ça, mais se coupent les cheveux comme l'ont fait les femmes par solidarité, ou arborent des choses sous leur maillot en cas de but. Ça, c'est pas improbable. Et de toute façon, il y aura des communications après. Je les vois pas prendre position avant, malgré les attentes. Et il y a fort à parier que ça va rester dans les mémoires pour cette raison-là. Parce que c'est le match que tout le monde attend, que tout le monde veut voir. Et du côté des États-Unis, il y aura la volonté de faire un statement. Et s'il y a une déclaration de Blinken, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères US, ou de Joe Biden, ça se fera après. Ce qui serait fort, ce serait que l'Iran batte les États-Unis, que l'Iran donc se qualifie, on reparlerait à nouveau de la cause des femmes, et que les États-Unis en mettent une couche sur le régime iranien. Et alors là, bon courage au Qatar, qui est le seul État à parler aux deux, pour régler le problème. Justement, on passe un tout petit peu plus de temps que d'habitude aujourd'hui sur le sujet de la géopolitique parce que c'est un vrai enjeu. On voit d'ailleurs que la Coupe du Monde et les performances de l'Iran, en tout cas le deuxième match qu'ils ont gagné, a déjà des conséquences aujourd'hui sur la vie et sur la façon dont le régime traite son peuple. Alors, d'un côté, on a un vrai mouvement populaire qui continue avec une répression de masse, et de l'autre côté, l'Iran, probablement pour faire descendre la pression médiatique, a libéré des prisonniers. C'est aussi une manière de faire descendre la pression au moment où les caméras du monde entier, et notamment les caméras américaines, vont regarder ce match, et notamment la situation en Iran. Parce qu'il y a fort à parier que la majeure partie des médias occidentaux, et donc des médias mondiaux, vont s'intéresser à l'Iran et vont mettre l'Iran en tête. Et donc c'est le fameux geste qui permet de dire « Oh regardez, on n'est pas si méchant que ça ». Reste que le match va se jouer et qu'on va avoir une vraie polarisation de l'actualité. Ça va commencer, ça a déjà commencé et ça va se poursuivre. Ok. Bon, écoute, on espère que tout ça fera redescendre un petit peu la pression que toi tu auras bu devant ce match. Et si je peux ajouter une chose, et une petite dernière, ce qui est assez surprenant, mais c'est quelque chose qu'il faut noter, et on n'en a pas parlé avec cette Coupe du Monde au Qatar, si on continue à parler de la situation des femmes en Iran aujourd'hui, à des heures de grande écoute et dans nos médias, c'est en grande partie parce que l'équipe d'Iran est à la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde qu'on présentait comme politique, excessivement géopolitique, elle a aussi cette vertu, c'est que si l'équipe d'Iran n'était pas là, c'est à peu près sûr, on aurait arrêté de parler de la situation des femmes en Iran et ça serait passé finalement au second plan de l'actualité. Ouais, effectivement, un match très très intéressant aussi sportivement comme sur le plan historique, comme nous le disait si bien Jean-Baptiste, 43 ans après la révolution islamique de 1979, et alors que le souffle de la révolte se répand de nouveau en Iran. Eh bien messieurs, c'est sur cette chronique de JB qu'on va se quitter pour ce match qu'on attend évidemment tous demain à 20h, pour une journée qu'on attend évidemment tous demain, avec des matchs très intéressants et complètement décisifs pour la suite de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup les gars, et à vous tous, je vous dis à demain pour de nouveaux frissons.